Selon Albert Einstein, physicien, le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur fidèle et a oublié le don sacré. Tenter de définir ce qu'est la conscience nous projette au cœur d'un débat très actuel, où il est question de récits en première personne, de mémoire, d'expérience et d'objectivité. Les dualistes, qui postulent que l'univers est formé par un constituant physique et par un constituant mental, s'affrontent aux monistes, pour lesquels ce qui existe est un tout unique. Mais allons un peu plus loin. Le réductionnisme, c'est une doctrine, mais une doctrine pratique, une doctrine qui a été très importante pour le devenir de la science à partir du XIXe siècle. Une doctrine qui affirme que finalement, tous les termes théoriques concernant un domaine d'organisation de grande échelle, par exemple le domaine d'organisation des êtres vivants, peut être traduit en des termes qui relèvent d'un domaine d'organisation plus microscopique, plus simple, plus accessible à des méthodes, par exemple, de la physique ou de la chimie. L'éliminativisme consiste à dire, en vérité, tous les termes concernant les niveaux d'organisation élevés, comme le niveau biologique, voire le niveau psychique, sont des termes incorrects, sont des termes approximatifs, sont des termes qu'on devrait carrément laisser tomber parce qu'ils sont trop flous, trop vagues. Et donc on devrait les mettre de côté complètement au profit des termes concernant les théories de niveau inférieur, comme les théories physico-chimiques. Et donc il n'y aurait plus rien d'autre que une théorisation physico-chimique. Et tout ce qui existe serait considéré comme de l'ordre de la physique et de la chimie. Le physicalisme, c'est au fond un fruit de ce réductionnisme et de cet éliminativisme. Ça serait le fruit ultime de ce réductionnisme parce qu'on considérerait non seulement que tout ce qui relève de la biologie, voire de la psychologie, est réductible à des termes relevant de la physique et de la chimie, mais en plus que tout ce qui existe n'est que physique et n'est que chimique. Est-ce que la fonction d'onde de la mécanique quantique, c'est justement un objet de la physique? Est-ce que le monde serait réductible à la fonction d'onde de la mécanique quantique? Voilà le genre de questions qu'on peut se poser à juste titre. Que ce soit dans le domaine de l'énergie, de la masse ou de la quantité de mouvement, le mot quantum représente la plus petite mesure indivisible. Ce terme a été choisi pour définir la mécanique quantique. La mécanique quantique est la théorie mathématique et physique qui décrit la structure et l'évolution des phénomènes à l'échelle des atomes et des particules, dans le temps et dans l'espace. Il s'agit de la théorie physique la plus étrange jamais imaginée. Le succès de la mécanique quantique est immoral. Parce qu'une théorie avec une base épistémologique tellement fragile, et d'ailleurs une base mathématique qui est aussi fragile, ne mériterait pas le succès qui est la mécanique quantique, qui est un succès énorme, parce que tout ce que nous pouvons calculer avec la mécanique quantique, nous le vérifions dans la réalité. Donc, une chose qui est très importante à comprendre, c'est que la mécanique quantique, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est une théorie scientifique, bâtie sur des principes qui ne sont pas solides du point de vue logique, mais c'est une théorie scientifique vérifiée et continuellement vérifiée, et c'est vérifiable. Et la découverte du boson de Higgs, par exemple, c'est un des exemples les plus éclatants, parmi beaucoup d'autres, mais le boson de Higgs, c'est le dernier en ligne, où on dit, bon, la théorie dit qu'il doit y avoir une particule là, avec cette poids, ces caractéristiques, je vais avoir là, et voilà, je trouve exactement cette particule. Donc, il y a un pouvoir prédictif de la théorie qui est surprenant. La mécanique quantique a un énorme avantage, c'est-à-dire qu'elle accepte qu'une particule, un objet physique, soit ici et là. Et la notion du temps aussi
elle est un peu moins rigide que dans la physique newtonienne. Nous avons cet objet extrêmement petit. Si je décris cet objet extrêmement petit, je dois mettre dans la description de cet objet tous les états possibles que cet objet peut avoir. Mais ces états, ils ne sont pas là dans un sens théorique. Ils sont là, selon la mécanique quantique, dans un sens réel. Donc, une particule peut être à plusieurs endroits en même temps. Donc, une particule peut avoir plusieurs vitesses en même temps. Ce qui est encore complètement contraire à notre intuition. Mais il y a aussi d'autres physiciens qui ont des théories beaucoup plus farfelues qui disent non, c'est pas que je jette les états. Une observation fait une bifurcation dans l'histoire des univers. Donc j'ai un univers où moi je vois ce résultat et j'ai l'autre univers où je n'ai pas fait de mesures et donc l'autre univers, il va vivre son histoire. Donc, chaque fois que je fais une observation, ma conscience crée des univers toutes les fois que je fais une mesure. Intéressant, on se dit tout de suite, mais on met où tous ces univers? Ça fait beaucoup. Et on dit, oui, mais ils sont en dehors des espaces et du temps, c'est une question, ce sont des univers virtuels. Mais qu'est-ce qui pourrait bien relier la conscience et les phénomènes psychiques à une théorie qui décrit l'infiniment petit? Le fait que dans le psychisme, une pensée peut être ici et là, et le temps va dans tous les sens, parce qu'on pense à quelque chose qui appartient à notre passé et elle est là, tout en n'étant pas là, parce que c'était dans notre passé. Nous avions trouvé que la mécanique quantique pouvait être assez compatible avec les mouvements psychiques. Par exemple, le fait de dire qu'une particule peut être à deux endroits en même temps, c'est surprenant. Mais si je vous dis que vous êtes en train de penser à deux choses en même temps, ça ne vous surprend pas du tout. Et si je vous dis que quand vous faites une mesure, quand vous vous concentrez sur une des deux, c'est celle-là votre pensée, vous avez plusieurs pensées qui fluctuent dans votre tête, et à un certain moment, vous vous focalisez sur une de ces pensées qui émerge de cette espèce de préconscient et deviennent votre pensée principale. Bon, là, c'est un phénomène de mesure de la mécanique quantique que nous faisons avec notre inconscient. Et si je dis comme ça, c'est tout à fait clair. Un physicien me comprend tout de suite, un psychanalyste me comprend tout de suite. Né en 1900 à Vienne, Wolfgang Pauli fut un enfant surdoué, puis un des plus grands physiciens théoriciens du XXe siècle. Il apporta des contributions majeures à la physique quantique et reçut le prix Nobel en 1945. Contemporain de Freud, d'Einstein et de Gustav Jung, il fut tout au long de son existence préoccupé par la philosophie. L'histoire aussi, c'est une histoire d'homme. À un certain moment, une des pères de la mécanique quantique, Wolfgang Pauli, qui a été un énorme physicien qui, à 21 ans, a écrit un livre sur la relativité. Ce monsieur, il avait une vie assez intéressante entre les champagnes et les danseuses. À un certain moment, il a décidé que, surtout avec les champagnes, il forçait un peu la main. Et donc, il a voulu commencer une psychanalyse. Jung, il a commencé une analyse avec Pauli, que ça a été une analyse qui a duré quelque temps, mais après ça, elle s'est développée dans une amitié pendant toute la vie, malheureusement un peu courte, de Pauli. Et la conviction de ces 2 ans, de Jung et de Pauli, c'était que les mêmes lois qui gèrent le monde matériel devaient gérer aussi le monde spirituel. Et surtout une des très importants ponts entre les deux mondes et les deux visions du monde, c'était le concept d'intrication quantique qui était très près du concept de synchronicité que Jung venait de découvrir. Le phénomène d'intrication quantique, décrit par Einstein et Schrödinger dans les années 30, postule que 2 particules peuvent ne plus former qu'un seul système. La mesure de l'une des particules, mise à distance, influence instantanément l'autre particule,
même à des années-lumière. L'observateur a donc une influence sur le résultat de l'observation. Parce que le concept de synchronicité, lui aussi, a été décrit par Jung comme une coïncidence significative entre un état psychique et un événement matériel. Mais cette coïncidence est acausale, donc il n'y a pas une cause. Nous avons essayé de mesurer quelque chose et on aura une description de ce que nous appelons l'expérience de Bilbao, où on a essayé quand même de mesurer quelque chose. Mais c'est très difficile de mesurer quelque chose de façon scientifique et reproduisible, etc. L'expérience de Bilbao a consisté à étudier des phénomènes groupaux en tant qu'amplification de l'inconscient, selon un modèle quantique. Il y a ce que appelait Jung l'amplification, c'est-à-dire que le phénomène inconscient, il est amplifié par le groupe et peut-être peut arriver à être détecté. Chose que pour l'inconscient individuel reste extrêmement problématique pour le moment, peut-être qu'un jour non, mais pour le moment impossible. Nous avons essayé de calculer, de voir de manière expérimentale si la situation groupale qui met l'inconscient de l'individu en contact avec l'inconscient du groupe et l'inconscient collectif pouvait être quelque part mesurable. L'expérience de Bilbao s'est basée sur quelque chose de simple, un questionnaire avec 50 questions absurdes, des images à choisir sans aucune logique. On a vu qu'effectivement, il y a des orientations du groupe sur la 4e, 5e vague, comme on dit. Donc, le moment où probablement le groupe il a la plus forte empreinte sur les personnes. Si on prend l'autre direction, donc la direction de la neuroimagerie et de la direction constructiviste, on met ensemble beaucoup de neurones, on voit ce qui se passe et tout, on est encore très loin d'arriver à simuler de cette façon les fonctionnements d'un cerveau humain, mais on est très loin de simuler de cette façon les fonctionnements de n'importe quelle structure nerveuse. Au jour d'aujourd'hui, avec les commissions d'éthique, avec la manière dite moderne de faire la recherche, on casse la serendipity, c'est-à-dire la possibilité de découvrir par le hasard. Et le hasard, on ne sait pas d'où vient. Donc le fait de faire que des recherches où on sait ce qu'on cherche est une incohérence profonde, c'est-à-dire on ne peut pas faire de la recherche si on sait ce qu'on cherche. Et les sciences cognitives, alors? La science cognitive fait de nous un ensemble de fonctions, un ensemble d'automatismes, on pourrait dire, qui explique nos comportements, mais elle ne donne absolument aucune clé pour comprendre comment il y a un quelque chose que cela fait d'être nous, c'est-à-dire une expérience de l'être qui a toutes ces fonctions. Le récit en première personne est habituellement mis de côté par les études actuelles sur la conscience, qui privilégient le récit en troisième personne. Pourquoi? La première et la troisième personne, c'est des notions essentiellement, ou en tout cas initialement, grammaticales. Quelqu'un qui parle à la première personne, c'est qu'il dit « je ». Quelqu'un qui parle à la troisième personne, il dit « il », mais il dit aussi « cela ». Donc, si je dis « je », ça veut dire que finalement, ce dont je vais parler est considéré comme n'ayant d'autorité que pour moi-même. Par exemple, j'aime les fruits ou j'ai envie de me promener. Donc là, ça ne vaut que pour moi, c'est une vérité qui est limitée à ma subjectivité. En revanche, quand je dis « cela », quand je dis « il y a », je sous-entends que la validité de ce que je dis est universelle, qu'elle peut être reconnue par tous les sujets. Par exemple, si je dis
il y a un arbre là dehors, tout le monde, toute personne qui va se retourner va pouvoir voir l'arbre qui est là dehors. D'un point de vue scientifique, toute l'autorité est entièrement concentrée sur le discours en troisième personne, le discours qu'on appelle aussi objectif. Ce discours objectif, il a effectivement une prétention à la validité universelle. Ayant une prétention à la validité universelle, en général, on tend à dire qu'il disqualifie tout autre discours. Le discours en première personne est considéré comme, entre guillemets, seulement subjectif, comme finalement ne valant que d'un point de vue extrêmement étriqué, comme n'étant qu'une production marginale d'un être marginal dans ce monde qu'on est capable de décrire objectivement. Dans notre monde moderne, un concept important, c'est le concept d'objectivité. Et nous confondons objectivité et objectiver. Nous ne percevons pas la réalité tous de la même manière. Par contre, notre conscience a cette faculté de se mettre un peu à distance des choses et tout ce qui devient objet de notre conscience, c'est ce qu'on appelle objectiver. Objectiver, c'est ce qui est objet de notre conscience. L'objectivation n'est pas seulement l'objectivation des choses extérieures, des objets qui nous entourent, mais l'objectivation est aussi intérieure. Dès le moment où on fait apparaître dans son champ de conscience, les yeux fermés, une image, un souvenir, une personne, on le rend objet de notre champ de conscience. Il est objectivé. Et notre conscience fait ça sans cesse, qu'elle le fasse dans le monde intérieur, qu'elle le fasse avec le monde extérieur. Cette objectivation est toujours individuelle et est une subjectivité. Ça n'est pas une objectivité, c'est une subjectivité. Et ce qu'on appelle habituellement objectivité, ça n'est que la mise en commun des différentes subjectivités de chacun des êtres humains. La science ne perçoit pas les choses de manière objective, elle les perçoit de manière intersubjective. C'est-à-dire que chaque scientifique amène sa propre subjectivité et l'associe à celle de ses collègues pour construire une intersubjectivité qui est nommée dans la science humaine une objectivité. La phénoménologie est un courant philosophique fondé par Edmund Husserl. Elle permet d'étudier la conscience, ses phénomènes et l'expérience vécue en première personne. Donc vous voyez que là, il y a une inversion de perspective complète. Alors que pour les scientifiques, l'expérience vécue n'est qu'une production marginale d'un monde entièrement objectif, pour le phénoménologue, le monde objectif est la production construite d'une volonté de concentration de l'attention sur une part de l'expérience vécue en première personne. La neurophénoménologie, discipline récente, a voulu réconcilier le discours en première personne et celui en troisième personne. La neurophénoménologie, c'est une discipline qui a été inventée et nommée d'ailleurs par Francisco Varela au milieu des années 1990. C'est une discipline scientifique. C'est une discipline qui consiste à coordonner les indications en provenance de deux sources. La source objective et la source subjective. La source qui provient des instruments d'exploration fonctionnelle et anatomique du cerveau et la source qui provient des rapports en première personne que font les sujets de leur propre expérience pendant qu'on explore leur cerveau. La théorie des ébauches conscientes multiples a été élaborée récemment par Michel Bidbol. Celui-ci s'inspire de deux courants de pensée apparemment opposés, celui de Semir Zeki, neurologue, et celui de Daniel Dennett, théoricien de la conscience. Pour Semir Zeki, tout est expérience, y compris ce qui n'a jamais été l'objet d'un récit. Pour Daniel Dennett, rien n'est expérience, tout est récit. J'ai retenu de Zeki l'idée que tout événement du cerveau est associé à une conscience. Qu'au fond,
conscience et processus cérébral sont les deux faces d'un même processus, un peu à la manière de Spinoza, etc. Donc rien n'est sans conscience. Ça, c'est le postulat numéro 1. Deuxième postulat, néanmoins, il se trouve que beaucoup de processus mentaux semblent inconscients. Par exemple, il y a des processus mentaux que l'on fait automatiquement. On peut conduire automatiquement une voiture tout en parlant à quelqu'un d'autre et en ne s'étant même pas rendu compte de ce qui s'est passé sur la route pendant qu'on parlait. La question est-ce que dans ce processus, on n'était pas conscient de la route et on était conscient seulement de parler à la personne, ou est-ce qu'en fait on était conscient de tout, mais que la séquence principale de récits qu'on est capable ensuite de mémoriser et de raconter n'inclut pas la route, mais inclut simplement la conversation qu'on a eue avec la personne à côté de nous. Bien, moi, je fais l'hypothèse qu'effectivement, c'est la deuxième solution qui est la bonne, c'est-à-dire on a été conscient de tout, tout en même temps. On a une conscience absolument panoramique de tout ce qui se passe, simplement il y a une séquence principale à la fois de mémoire et de récit. Et c'est celle-là qu'on va considérer comme étant la séquence biographiquement consciente.